Notre invité ce matin est donc Christian Estrosi. Jean-Michel Apathy. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous réunissez à partir de demain et jusqu'à vendredi les maires des grandes villes européennes et méditerranéennes. Donc les villes européennes, on voit ce que c'est. Et pour les méditerranéennes, il y a aussi des villes du Maghreb comme Tunis, Tanger ou Alger, pour réfléchir à la sécurisation des espaces publics en Europe et en Méditerranée. Donc on voit bien, Christian Estrosi, puisque vous êtes maire de Nice, que cela fait suite aux attentats du 14 juillet de l'année précédente dans votre ville, et puis aux attentats de Barcelone au mois de juillet de cette année. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement en termes de sécurisation des places publiques? Qu'est-ce qu'il faut faire et qui n'a pas été fait? Président du réseau Euromed qui réunit les villes du nord de la Méditerranée en Europe, qui soutiennent des projets de développement sur les villes du sud de la Méditerranée, j'avais organisé à ces dates-là, avant l'attentat de Barcelone, un colloque pour réunir tout cela dans le domaine de la lutte contre la radicalisation et ce que nous pouvions faire en matière de prévention par rapport à ce qu'avec l'ensemble de nos services, nous sommes capables de détecter, de signaler aux services de renseignement. Il se trouve qu'il y a eu l'attentat de Barcelone qui a beaucoup de similitudes, certes avec celui de Londres, de Berlin, de Bruxelles, mais de Nice, Stockholm, le 14 juillet mais 2015, de toute oui. évidence, surtout avec celui de Nice du 14 juillet 2016, on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les barbares frappent de manière sourde et aveugle des femmes, des enfants, des hommes, de manière indifférente, quelle que soit leur culture, leur religion, leur couleur de peau, leurs conditions sociales, c'est sur les territoires publics, c'est sur les domaines publics que nous avons la charge, nous les maires européens, d'administrer. Nous sommes donc en première ligne et il se trouve que dans chacun de nos États, lorsque l'on légifère, lorsque l'on prend des décisions pour lutter contre le terrorisme ou s'en prévenir, nous ne sommes pas les interlocuteurs privilégiés. Je trouve que c'est dommage. Voilà pourquoi nous avons rajouté cela à l'ordre du jour, que nous nous réunirons avec l'accord des instances européennes. Il faut protéger les espaces publics davantage qu'ils ne le sont. Je crois que chacun en a pris conscience désormais. Vous voyez, sur la promenade des Anglais, j'ai engagé 30 millions d'euros de travaux pour séparer totalement l'espace de circulation piétonne et cycliste de la circulation automobile. 30 millions d'euros de travaux qui étaient donc imprévus. Là, dans ce cas-là, par exemple, c'est la municipalité qui prend tout en charge, vous êtes aidé par l'État? À 100%. C'est extrêmement compliqué, difficile. Ce sont des arbitrages budgétaires. Aujourd'hui, ça ne réglera pas tout. Nous n'arriverons pas au risque zéro. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais nous savons tous que nous avons des mesures à prendre pour protéger nos espaces publics, que le commissaire européen à la sécurité, Julian King, que le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, viennent participer à ce débat pour voir effectivement comment nous pouvons engager une réflexion européenne entre grandes villes, métropoles, qui sont menacées au quotidien, et les instances européennes pour voir comment faire évoluer la réglementation, les législations, qu'elles soient harmonisées entre tous les pays européens, et en même temps mettre, c'est ce que nous demandons, un fonds européen qui accompagne les villes qui prendront des initiatives pour mieux protéger leur population et leurs visiteurs, c'est l'objet de cette réunion. Voilà, donc comment continuer à se réunir dans les grandes villes européennes, continuer à être libre tout en accroissant la sécurité. Des villes du sud de la Méditerranée. Voilà, je les ai citées, hein, Tunis, Tanger, Alger, que Marrakech. Nous aiderons avec aussi le réseau Euromed qui dispose de fonds spécifiques. Toujours dans l'actualité du terrorisme, on a noté hier cette décision du Fonds pour les victimes d'attentats du terrorisme qui met en place deux nouveaux préjudices, préjudice d'angoisse de mort imminente et préjudice pour les proches concernés par les attentats avec un maximum d'indemnisation. Les familles de victimes n'en sont pas contentes, de 30 000 euros. Quelle est votre réaction, Christian Estrosi, à cette décision du Fonds pour les victimes d'actes du terrorisme? Je dois dire que depuis le 14 juillet 2016, j'ai tellement partagé avec les familles de victimes de sujets dont je me suis imprégné, dont je ne mesurais pas à quel point ils étaient sensibles pour eux. Aujourd'hui, il faut vivre cela pour le comprendre. Donc je peux les comprendre. En même temps, c'est une avancée des pouvoirs publics. Oui. Nous voyons bien qu'on fait des pas importants en avant dans cette direction. Certes, il faut encore progresser. Mais voyez-vous, aujourd'hui, qui peut dire ce qu'un enfant de 4 ans qui a vu un de ses parents qui aurait pu être broyé, par exemple, par ce camion du 14 juillet 2016,
et qui n'aurait pas de réaction ou de modification dans son comportement immédiat parce qu'il y a une sorte d'inconscient. Et que cet inconscient ne se réveillerait pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec des changements comportementaux brutaux. Je pense qu'il faut aussi investir sur l'accompagnement psychologique, sur la détection de tout ce que cela peut induire et qu'on l'on mette en place des financements. C'est difficile à long terme de mesurer les conséquences. Voilà pourquoi, victime directe ou indirecte, il est important que nous allions plus loin sur ce sujet. Et actualité du terrorisme, toujours l'Assemblée nationale débat depuis hier du projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur visant à la fois à mettre fin à l'état d'urgence et à intégrer dans la loi ordinaire des éléments de l'état d'urgence. Le débat, comme souvent, est vif à l'Assemblée nationale et la droite, les Républicains, un parti auquel vous appartenez, Christian Estrosi, trouve que ce projet de loi n'est pas adapté à la situation. C'est Éric Ciotti, parlementaire des Pyrénées, des Alpes-Maritimes, que nous écoutons et qui critique ce projet de loi. Nous considérons que ce n'est pas le moment de sortir de l'état d'urgence alors que la menace demeure maximale. De même, nous considérons qu'il n'est pas le moment de mettre un terme au contrôle aux frontières. Après, nous allons démontrer que les mesures dites de substitution, globalement, n'auront plus d'efficacité pratique par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans l'état d'urgence. Vous avez une opinion sur ce projet de loi ? Oh oui, j'ai une opinion sur ce projet de loi qui rejoint d'ailleurs ce que je disais. Je trouve que laisser le soin aux seuls parlementaires de débattre de la loi et de la réglementation alors que c'est sur notre territoire... c'est les parlementaires qui font la loi. Oui. Alors la loi, bonne ou pas bonne ? Oui, mais la loi présente des avancées. L'état d'urgence, on peut en discuter, mais je vois que les autres pays qui ont été frappés comme nous avons pu l'être n'affichent pas l'état d'urgence comme une sorte de publicité. La France accueille... dire dans le monde entier, attention, si vous venez en France, vous êtes en état d'urgence. Voilà des années que je dis, nous ne pouvons pas gagner la guerre avec les lois de la paix. Alors mettons les lois de la guerre dans le droit commun, qui équivaudront exactement aux mêmes dispositions que permettent l'état d'urgence, mais ne passons pas notre temps à dire au monde entier, faites attention, quand vous venez en France, vous êtes en état d'urgence. Sachons être aussi forts qu'en état d'urgence, sans être obligés d'afficher que nous le sommes. Et en même temps, il y a des mesures gouvernementales intéressantes, d'autres qui sont insuffisantes. C'est le débat du Parlement, mais je regrette que ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire ceux auxquels on vient tendre le micro quand il y a une tragédie chez eux, ceux qui administrent le domaine public où on vient tuer, ne soient pas consultés sur l'élaboration de la loi. Quand on tue chez nous, on vient nous interroger, mais quand on fait la loi, on ne nous interroge plus. Vous restez avec nous, Christian Estrosi, bien sûr. 8h40, on fait un point tout de suite sur l'information avec Edwige Coupez. Syndicats et patronats de routiers reçus aujourd'hui au ministère des Transports avant une grande réunion de concertation jeudi. Sur le terrain, quelques actions en cours à Caen, à Nantes, à Rennes, le trafic des bus est quasi à l'arrêt. Près de Marseille, le dépôt de la Med a été bloqué quelques heures. Barrage levé à l'entrée de Rouen sous la pression des forces de l'ordre. C'est une première en France. L'État a signé en justice par 4 détenus une plainte au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils dénoncent leurs conditions de détention dans la prison de Nîmes, surpeuplée, 400 détenus pour 190 places. Le préfet du Gard est cité à comparaître aujourd'hui. 3 morts et un blessé, c'est le bilan d'une fusillade ce matin à l'entrée d'une colonie en Cisjordanie. Un Palestinien a ouvert le feu sur les forces de l'ordre présentes. Deuxième journée de la Ligue des Champions. Monaco reçoit le FC Porto. Ce sera ce soir à 20h45, 2 semaines après le match nul contre Leipzig. Et avant le choc entre le PSG et le Bayern de Munich, ce sera demain soir au Parc des Princes. France Info. Avec Jean-Michel Apathy, nous recevons Christian Estrosi. Juste pour conclure sur ce projet de loi antiterroriste, vous souhaitez que les Républicains approuvent ce texte ou s'y opposent ? Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de bonnes mesures pour qu'elles soient approuvées. Je relève que les Républicains, face au gouvernement socialiste, ont approuvé des mesures beaucoup plus faibles que celles qui nous sont proposées aujourd'hui, qui sont beaucoup plus fortes, que les Républicains fassent jouer leur droit d'amendement pour essayer de renforcer certaines dispositions. Vous voyez, je suis totalement en accord, par exemple, avec les Républicains, lorsqu'ils estiment que redonner du pouvoir aux juges judiciaires et en enlever au préfet, là où l'état d'urgence en donne d'abord au préfet pour agir dans l'urgence, eh bien, ils ont raison, c'est une erreur, c'est au préfet qu'il faut conserver ce droit. Mais par contre,
lorsque le gouvernement propose que l'on fasse fermer sans délai un certain nombre de lieux de culte où l'on prêche la haine, eh bien, s'opposer à cela, je ne pourrais pas le comprendre. Ce sont ces mêmes républicains, d'ailleurs, qui ne semblent pas adhérer à ce projet, qui ne m'ont jamais soutenu, là où j'ai sur ma propre commune un lieu de culte qui appartient au ministre des cultes d'Arabie Saoudite, qui prêche le salafisme et la charia. Eh bien, avec ce texte de loi, nous pourrons enfin prononcer sa fermeture, et je ne comprendrai pas que les républicains, qui ne me soutenaient d'ailleurs pas ou qui ne disaient mot parce qu'ils ne voulaient pas prendre de risque de langage, là où moi j'ai été mobilisé de toutes mes forces pour protéger ma ville contre la radicalisation, aujourd'hui je ne comprendrai pas qu'ils ne soutiennent pas cette mesure proposée par le gouvernement. Du coup, Christian Estrosi, on ne sait plus trop, on sait que vous êtes maire de Nice, on va voir des images de vous il y a 6 mois, c'était début avril 2017, on ne sait plus trop où vous situez. Dans la majorité, dans l'opposition. Vous voilà avec Emmanuel Macron, que vous receviez, vous étiez à l'époque président de la région PACA et vous le receviez à Marseille pendant la campagne électorale. Vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition aujourd'hui? Intellectuellement, vous vous sentez plus proche de qui? Je suis de droite. D'accord. Je n'ai changé en rien. Ça n'est pas de ma faute si une partie des Républicains se sont radicalisés et ont changé. Moi, je n'ai pas changé. Je reste ce que je suis, un gaulliste, RPR, social, européen. Et je suis maire. Oui. Jean-Michel Apathy, je me rappelle d'entretiens que nous avons eus ensemble il y a quelques années où vous étiez un combattant anti-cumul des mandats. Vous l'êtes toujours, je l'imagine. Je n'ai pas changé, moi non plus. Et moi, je considère qu'au fond, n'exercer qu'un seul mandat n'est pas une mauvaise chose. Mais vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? On a l'impression qu'il y a un cumul de positions, en tout cas. Vous êtes à la fois dans l'opposition et dans la majorité. En même temps. Non, mais tout ça, vous savez... Non, vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? Mais ça n'a pas de sens. D'accord, très bien. Ça n'a pas de sens à partir du moment... Je vais vous poser une autre question. Mais je veux qu'on soit clair. La question est belle. Je suis maire. Vous savez ce que ça veut dire être maire? Être maire, ça veut dire administrer des gens qui sont eux-mêmes idéologiquement engagés dans tous les sens de l'échiquier, mais qui en même temps attendent de celui qui administre leur ville de les protéger, de les sécuriser, de bien gérer les problèmes d'éducation nationale. Vous avez longtemps été maire et vous étiez ou dans la majorité ou dans l'opposition. Aujourd'hui, là, vous avez un peu changé. Est-ce que je peux vous poser la question? Mais je veux parler de fond, Jean-Michel Apathy. Je veux dire, accordez-moi une minute. Est-ce que je peux vous poser la question différemment? Et après, je vais vous accorder la minute. Allez, la règle du jeu. Vous avez voté pour Emmanuel Macron au premier tour d'élection présidentielle? Non, j'ai voté pour le candidat des Républicains. D'accord. Eh bien, je vais vous faire écouter, comme ça on va reparler du fond, Jean-Luc Mélenchon, samedi, place de la République à Paris. Oui, mais je n'ai pas fini ce que j'avais à dire. A une excellente bonne nouvelle pour les riches, les puissants et les dominants. Sur 10 milliards de baisse d'impôts, il y a 7 milliards qui vont être offerts aux possédants. Alors, baisse de l'ISF, augmentation de la CSG, j'imagine que les retraités à Nice doivent vous en parler. Il y a beaucoup de retraités à Nice, donc ils doivent vous en parler. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement? Mais voyez-vous, d'abord, ce que je pense de l'attitude de la famille politique qui reste la mienne, c'est que lorsque M. Mélenchon, qui fait référence au nazisme, des propos insoutenables, descend dans la rue avec la CGT, fait tout pour s'opposer et pour bloquer les réformes qui sont en cours dans le domaine du Code du travail, dans le domaine du RSI, dans le domaine, tous les domaines où nous avons des marges entières de part de croissance et d'emploi à retrouver de la souplesse pour l'ensemble de ceux qui recrutent et qui ont besoin de faire tourner nos usines et nos entreprises. Qu'il n'y ait pas un seul mot de la part de ma famille républicaine. Je dis les républicains, réveillez-vous. Il serait temps... un seul mot pour condamner Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, vous me parliez des élections présidentielles. Pour condamner Jean-Luc Mélenchon. Vous me parliez des élections présidentielles. Moi, je condamne. Mais je condamne toutes les formes d'extrémisme. On parlait des élections présidentielles. J'ai voté au premier tour parce que je suis loyal, même si j'avais des désaccords profonds que je n'ai pas hésité à dénoncer. Je n'ai pas encouragé, moi, la manifestation du Trocadéro pour tenir contre vents et marées debout un candidat qui allait nous mener à l'échec. Mais j'ai voté pour. Au deuxième tour, je n'ai pas hésité parce que je suis un républicain. J'ai fait campagne et j'ai voté pour Emmanuel Macron. Là où d'autres, aujourd'hui, dans ma famille, la famille des Républicains,
on sont restés particulièrement ambigus et ont même dit allez, vous votez blanc, et puis si vous faites un autre choix que M. Macron, c'est pas grave. C'est-à-dire personne n'a dit ça, mais c'est pas grave. Oh, écoutez, j'ai assisté à des bureaux politiques. Qui c'est qui a dit J'ai ça, assisté à des bureaux politiques où la direction des Républicains a refusé que nous arrivions à un communiqué conclusif pour dire il faut voter contre Marine Le Pen. Personne ne l'a fait. Mais personne n'a dit. En tout cas, un certain nombre de ceux qui font partie des gens raisonnables et modérés, en tout cas, ont eu mon attitude. Qui c'est qui a dit Eh bien, que ce soit les mêmes aujourd'hui qui ne critiquent pas M. Mélenchon, que ce soit les mêmes aujourd'hui qui ne critiquent pas Mélenchon et qui ont laissé la porte ouverte au vote pour Marine Le Pen aux élections présidentielles. Voilà pourquoi il y a un malaise profond au sein des Républicains que je tiens à dénoncer. Et puisque vous parlez de mon positionnement, lorsque, en tant que maire d'une grande ville, vous avez un gouvernement qui fait des réformes que la droite n'a pas osé faire, en matière de RSI, de code du travail, du retour à la semaine des 4 jours, des contrats aidés, vous savez, ces emplois bidons que nous étions les premiers à dénoncer lorsque nous étions dans l'opposition de M. François Hollande et des socialistes. Eh bien, ça me semble un peu particulier aujourd'hui de voir les Républicains qui, au fond, se reconnaissent parfaitement dans les réformes proposées par François Hollande et les socialistes que nous critiquions à l'époque. Eh bien, moi, je ne serai pas de cela. Vous êtes toujours membre des Républicains, il n'y a pas de... Toujours. Oui. Vous voterez à l'élection du mois de décembre? Bien sûr que je voterai. Ah bon? Vous avez dit que non à un moment? Non, j'ai dit que je n'y participerai pas. Donc vous ne voterez pas? Mais si, je voterai, je ne participerai pas, je n'exprimerai pas le choix pour un candidat. Vous voterez pour quelqu'un? Oui, je voterai pour quelqu'un. Et vous nous dites pour qui? Allez, vous pouvez nous dire pour qui vous ne voterez pas? Je n'ai pas envie de me mêler de cette élection, parce que j'estime qu'avant de revenir, un an après les primaires, de nouveau une élection qui trouble profondément nos militants, qui se sont réduits considérablement, nous aurions eu mieux à faire de tirer toutes les leçons et toutes les conséquences de ce qui fait que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, aucun d'entre nous n'a été représenté au second tour des élections présidentielles. En tout cas, vous ne voterez pas pour Laurent Wauquiez. Il y avait d'autres étapes à franchir. Vous ne voterez pas pour Laurent Wauquiez. Je ne voterai pas, en tout cas pour ceux qui ne prendront pas l'engagement ou qui ne dénonceront pas ceux qui, au deuxième tour des élections présidentielles, ont laissé entendre qu'ils pourraient faire alliance avec le Front National. Bien. Vous restez avec nous, Christian Estrosi. Il est 8h50, l'essentiel de l'info. Tout de suite avec Edwige Coupez. Une Europe souveraine avec un budget de la zone euro. Emmanuel Macron dévoile sa réforme cet après-midi. Le président a choisi le cadre prestigieux du grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Ce plan, il l'a déjà vendu à 22 des 27 dirigeants de l'Union européenne, mais il va surtout devoir convaincre l'Allemagne où Angela Merkel ressort affaiblie des législatives. Mariage en vue entre Alstom et Siemens. Le français et l'allemand pourraient officialiser leur alliance dans la journée. Objectif, donner naissance au numéro 2 mondial du ferroviaire pour faire surtout face à la concurrence chinoise. La nouvelle entité passerait sous pavillon allemand. L'État français, du coup, exigera des garanties. Un mois après la disparition de Maëlys, l'enquête au point mort, toutes les pistes sont explorées. On cherche partout, même dans les eaux de lavage des voitures, reconnaît sur France Bleu Isère le procureur de Grenoble. Des traces ADN de l'enfant ont en effet été retrouvées dans la voiture du principal suspect mis en examen. Perturbateur endocrinien, huile minérale cancérogène, alerte sur les baumes à lèvres. L'UFC Que Choisir a trouvé ces substances potentiellement toxiques dans la moitié des sticks testés. 10 grandes marques épinglées, notamment Labello, Yves Rocher, Aven ou encore La Roche-Posay. France Info. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Vous avez été ministre de l'Industrie, Christian Estrosi. Nous voulions vous faire commenter cette information. Le groupe Alstom va se rapprocher de son grand rival allemand Siemens avec l'accord du gouvernement français. Donc c'est un rapprochement qui s'effectue à l'avantage de l'allemand Siemens et c'est ce que dénonce... En tout cas, c'est ce que diagnostique l'économiste Eli Cohen. On l'écoute, c'était hier soir dans le journal de France 2. On parle d'un Airbus de quelque chose, c'est pour dissimuler une cession pure et simple. Donc, je ne veux pas faire de procès d'intention au gouvernement, mais ce que je sais, c'est que si c'est Siemens qui a la majorité du capital, Siemens gouvernera. C'est une nouvelle perte industrielle pour la France. Alors, je partage cette analyse, mais pour l'instant, nous ne sommes que sur une rumeur. Donc, un peu plus qu'une rumeur, oui.
Il y a un conseil d'administration extraordinaire d'Alstom cet après-midi, c'est pour acter le rapprochement avec Siemens. Monsieur Apathy, je suis d'accord avec cette analyse. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, alors que Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie et de l'industrie, il s'était opposé à des directives européennes qui voulaient nous imposer un démantèlement du groupe Alstom pour fragiliser ses différentes activités ferroviaires, navales, etc. Nous avions tenu bon, nous avions résisté. Alstom avait gardé la force qui était la sienne. Et en tant que ministre de l'Industrie, ensuite, j'avais veillé à ce que Alstom reste ce grand industriel. Et vous regrettez là que le gouvernement ne résiste pas ? Aujourd'hui, bien évidemment, le problème est posé par le simple fait que nous avons aujourd'hui un titan chinois qui fait 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans le domaine du ferroviaire. 18 milliards, j'ai lu. Comment ? 18 milliards, j'ai lu. Mais bon. Non, mais j'en sais rien. Oui, mais qui lui-même est en train de fusionner avec un autre Chinois qui les conduirait à 30 milliards d'euros. Je connais un peu le dossier, je l'ai travaillé. À 30 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'à partir de là, et Siemens d'un côté, et Alstom de l'autre, pourraient ne pas résister face à ce nouveau géant chinois. Donc, que l'Europe, nous voulons une Europe de l'industrie, une Europe de l'économie, réfléchissent aujourd'hui. Oui, mais enfin, si les deux disparaissent à l'arrivée, je ne sais pas qui aura gagné quoi. Hein. Donc, on a fait l'Europe quelque part qui, jusqu'à présent, ne nous a pas toujours apporté la démonstration de sa force dans le domaine industriel, sauf dans quelques domaines, et notamment le domaine aéronautique et aérospatial. Eh bien, si nous sommes capables intelligemment de veiller à ce qu'à égalité entre Siemens et Alstom, nous réussissions à faire un gros industriel européen qui nous permette de contenir les Chinois et de conserver des marchés à l'exportation sur l'ensemble de la planète. Je dis oui. Il semblerait que toutes ces conditions, pour l'instant, ne soient pas réunies. Voilà pourquoi j'incite le gouvernement français à être extrêmement ferme dans ces négociations. Mais en tout cas, on aura donc le détail de ce qui semble être une fusion au bénéfice de Siemens. Nous aurons sans doute cet après-midi, puisque un conseil d'administration d'Alstom est réuni. De même qu'il y a une clause qui est suggérée, selon laquelle il faudrait protéger les emplois d'Alstom pendant 4 ans. Je dis que 4 ans, c'est insuffisant et que la durée doit être beaucoup plus longue. Si l'on revient à la ville de Nice, dont vous êtes le maire, je le rappelle, vous adorez le dire, donc je le dis pour vous. J'ai lu dans Libération Je ne suis que ça. J'ai lu dans Libération que la police municipale de Nice, 680 personnes, je crois, est assez en colère contre vous parce que vous modifiez leur planning pour avoir davantage de présence sur le terrain et ils trouvent que vous leur en demandez un peu trop. C'est vrai ? Non, vous faites référence à une lettre anonyme par un petit pourcentage de cette police municipale. C'est ce qu'on dit toujours, c'est un petit pourcentage. Mais il y a un peu, visiblement, il y a de l'insatisfaction. Non, vous savez, la police est syndiquée, je sais quels sont les syndicats qui sont majoritaires et quels sont ceux qui sont extrêmement minoritaires et qui, à l'occasion, aujourd'hui, n'acceptent pas. Vous vous rendez compte que je leur demande, une fois toutes les 6 semaines, de faire un demi-samedi travaillé de plus, c'est-à-dire 2 fois moins de ce que font les policiers nationaux. Eh bien, que cette petite minorité de la police municipale, pour garantir la sécurité des Niçois, considère que c'est un petit privilège qu'on leur enlèverait. J'estime que quand on s'engage dans la police, qu'on accepte d'être recruté par une grande collectivité comme la nôtre, et que l'objectif du maire, en recrutant 130 policiers de plus aujourd'hui, qui sont candidats. Et je peux vous dire que j'ai plus de 300 candidatures pour 130 places. Ça veut dire que ce sont 300 candidats qui veulent occuper la grille horaire que je propose. Sans ça, ils ne seraient pas candidats. C'est pas une difficulté. C'est pour Ça n'illustre pas la difficulté quand les collectivités locales essaient de remplacer l'État et de faire eux-mêmes, là en l'occurrence, on veut pas la police. On ne veut pas remplacer l'État. Lorsque nous avons discuté avec Gérard Collomb, il y a quelques jours de cela, de la nouvelle police de proximité qu'il propose ou serait associée et coordonnée dans un partenariat police nationale et police municipale, c'est pour que nous soyons plus près des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens sur ces petites incivilités, ces agressions
qui pourrissent la vie de notre société tout entière Bien. et à laquelle je souhaite que nous apportions des réponses concrètes Bien. au sein de ma ville. Et il y a des policiers qui se sentent dignes d'exercer une responsabilité qui fait prendre une part de risque, mais c'est le métier qui le veut. Et moi, je serai toujours devant eux pour les protéger. Et ceux qui estiment que ça n'est pas assez confortable pour leur train de vie quotidien, eh bien, je leur conseille d'exercer un autre métier. Merci beaucoup, Christian Estrosi. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.